Bonjour. Alors, première pastille sur la thématique de la déontologie. Pour parler clair, on va peut-être abandonner cette terminologie de déontologie pour retenir ce qui est la réalité, c'est-à-dire l'examen, l'étude du droit de la profession. Le droit de la profession est inscrit dans la loi, celle du 31 décembre 1971 modifiée, dans le décret, dans le RIN, le fameux Règlement intérieur national, et tous ces dispositifs sont publiés au Journal officiel de la République. On doit donc considérer que le droit de la profession d'avocat est un droit opposable à tous, qui est un droit de la République, puisqu'il est publié au Journal officiel. Ce ne sont plus les règles et usages, c'est bien au-delà, ce ne sont pas que des règles éthiques, c'est un ensemble de dispositions juridiques parfois de plus en plus complexes, et qui fait d'ailleurs l'objet d'une jurisprudence abondante. Sur quoi repose le droit de la profession, la réglementation de la profession? On peut résumer ce socle comme étant celui fondé sur trois piliers. Ces trois piliers, et retenez-le, sont les suivants: l'indépendance, le secret professionnel, l'évitement des conflits d'intérêts. Si dans l'exercice de votre profession d'avocat, vous êtes face à un doute d'ordre déontologique, essayez de raccrocher la question qui vous préoccupe à l'un de ces trois concepts, à l'un de ces trois piliers. Si une réponse est amorcée, vous aurez déjà commencé à trouver la solution. Alors, ces trois piliers, que sont donc l'indépendance, le secret professionnel, l'évitement des conflits d'intérêts, sont un petit peu comme la garde. Ils sont indissociables. Ils sont en revanche cumulatifs. Ils peuvent être alternatifs. Et ils sont totalement liés les uns aux autres de manière structurelle. Je vous propose que nous commencions par le premier. L'indépendance. L'indépendance, vous la retrouvez dans l'article 1 du Règlement intérieur national. C'est à la fois un concept, mais c'est un concept qui a des applications juridiques extrêmement précises. Vous avez deux formes d'indépendance qui vont devoir, là aussi, vous animer pendant toute votre carrière d'avocat. Il y a l'indépendance intellectuelle et on peut aussi parler de l'indépendance économique, sachant que l'une peut peut-être impacter sur l'autre. Qu'est-ce que l'indépendance intellectuelle? Que pourrions-nous mettre dans l'indépendance intellectuelle? Vous disposez du titre d'avocat. Vous avez ce titre d'avocat car les connaissances juridiques qui sont les vôtres ont été validées à travers les diplômes universitaires qui vous ont permis de devenir avocat. Donc cette question de la maîtrise de vos connaissances juridiques ne se pose pas dans l'absolu. C'est cette connaissance des juridiques qui fait que les cas qui vont vous être soumis, que ce soit en judiciaire, que ce soit en juridique, et que vous allez devoir traiter, vous allez devoir les traiter en votre qualité de juriste, d'avocat, maîtrisant cette technicité juridique en toute indépendance, sans vous faire dicter les solutions auxquelles éventuellement le client, le justiciable, vers lesquelles il aimerait vous guider. Vous avez à l'intérieur de cette notion d'indépendance cette particularité qui nous appartient, comme à peut-être d'autres, mais fondamentalement, que l'on appelle la clause de conscience. La clause de conscience, vous ne la trouvez pas dans l'article 1er du RIN. Vous allez la trouver de manière technique dans des dispositions qui sont celles, par exemple, de l'article 14 du RIN, qui réglemente l'exercice, la modalité d'exercice qu'est la collaboration, que ce soit d'ailleurs la collaboration libérale ou que ce soit la collaboration salariée. Vous retrouvez également le respect de cette clause de conscience dans des dispositions qui sont celles concernant les avocats qui travaillent dans le cadre d'une association, quelle que soit la forme juridique de l'association.
C'est quoi cette clause de conscience? Cette clause de conscience, c'est ce qui nous permet, à nous avocats, de décliner le fait d'œuvrer sur un dossier, de défendre une cause, parce que la cause en question est contraire, non conforme à la conscience qui est la nôtre. Alors, pourquoi l'indépendance? L'indépendance, c'est ce qui garantit l'obligation qui est celle de l'avocat de faire que son client ait toute sa confiance. Si nous manquons à ce devoir d'indépendance, nous allons manquer à ce devoir de permettre à notre client cette obligation que nous avons envers lui, qu'il puisse avoir confiance en nous. Je citerai un exemple qui est une anecdote. Il y a très longtemps, très jeune avocate, le bâtonnier m'avait commise d'office pour assurer la défense, le lendemain d'ailleurs, devant la cour des appels correctionnels d'une personne. Cette personne est venue me voir, me remet, pendant qu'elle m'explique son cas, le mémoire qu'elle avait rédigé, et à la lecture de ce mémoire, je découvre que cette personne était en fait poursuivie pour avoir tenu des propos et avoir agi de façon qui lui ressemblait, c'est-à-dire fondamentalement antisémite. Je ne me suis pas posé la question. Ma clause de conscience ou ce que j'avais appris à l'école était immédiatement venu. J'ai informé cette personne que je ne la défendrais pas. Elle s'est mise en colère en me disant que c'était le lendemain. Et je lui ai répondu que je ne la jugeais pas pour ce qu'elle était, que ce n'était pas le propos, mais que, commise d'office ou pas, ce qu'elle était en droit d'exiger de moi, c'est d'avoir confiance dans la qualité de la défense que j'allais assurer pour elle. Et ce que je lui disais, ce que je lui stigmatisais, c'est qu'au regard de ce que je découvrais, elle ne pouvait pas avoir la confiance qu'elle était en droit d'attendre d'un avocat de ma part. Et c'était donc ma façon à moi de lui expliquer qu'il fallait qu'elle change d'avocat. Et je dirais que cette clause de conscience, que je qualifie d'intellectuelle, peut également revêtir un aspect économique, puisque cette personne qui avait demandé à avoir un avocat commis d'office va m'offrir le double de ma rétrocession pour que j'accepte de la défendre le lendemain. Et je me souviens lui avoir répondu que son offre financière ne recueillait pas, si l'on peut dire, les mots ont été plus directs certainement, mon approbation, et je l'ai invité à sortir de mon bureau et par l'entrée des artistes. La jeune avocate que j'étais avait peut-être à l'occasion découvert que cette clause de conscience, elle m'appartenait dans l'intérêt du client, mais que cette clause de conscience, il fallait aussi y veiller. La preuve, c'est que même l'achat de la conscience, l'achat pécuniaire, n'était pas possible. Voilà, c'est juste une illustration, juste un exemple de ce que peut être cette fameuse clause de conscience. Vous serez également confronté à d'éventuelles difficultés avec des clients qui vous apportent un volume d'affaires, qui vous garantit un chiffre d'affaires qui vous permet d'assurer et d'assumer les charges de votre cabinet. Cette clause de conscience, vous la mesurez. On ne peut pas la faire jouer tous les jours. Et retenez en revanche que cette clause de conscience, si elle vous anime, nous avons un devoir, et ça nous l'avons dans la réglementation, c'est de faire que la personne en question puisse disposer du temps nécessaire pour faire valoir sa défense. Ça veut dire qu'il faut prendre les mesures qui s'imposent lorsque vous la faites jouer, pour pouvoir assurer à cette personne ce droit fondamental qui lui appartient et qui nous est opposable, bien évidemment en tant que citoyen, en tant qu'avocat, en tant que professionnel du droit, c'est-à-dire son droit à être défendu, que ce soit dans le conseil ou que ce soit dans l'activité judiciaire. Deuxième pilier de la profession d'avocat, c'est le secret professionnel. Ce secret professionnel qui est illimité, qui est absolu, qui est général. Secret professionnel que vous allez devoir organiser dans votre cabinet, et ça c'est structurel. Secret professionnel qui va devoir également vous habiter, je dirais, du lever au coucher, peut-être même pendant la nuit, car c'est vraiment une obligation fondamentale. Alors d'un point de vue structurel, nous sommes aujourd'hui outillés de façon à pouvoir mettre en place les méthodes qui vont nous permettre de garantir
au justiciable, à celle et à celui qui a besoin d'un avocat, le respect de ce secret professionnel. Le secret professionnel ne nous appartient pas, le secret professionnel appartient à nos clients. Tout ce qu'ils nous confient, tout ce qu'ils nous écrivent, nous devons le garder pour nous. Et quand on dit pour nous, c'est également pour la structure. Les salariés avec lesquels nous travaillons, que ce soit nos clercs ou jusqu'à la personne qui s'occupe de l'entretien, sont tenus par ce secret professionnel. Il est prévu dans la convention collective du personnel d'avocat. Le fait de transmettre à l'extérieur une information que l'on aurait pu avoir à l'occasion du métier, de la fonction qu'on exerce dans un cabinet d'avocat, quand bien même on n'est pas avocat, peut amener le salarié concerné à faire l'objet d'une procédure de licenciement, et de licenciement d'ailleurs pour faute lourde. C'est une faute extrêmement grave. Ça, c'est un premier point. Cela vous permet également de vérifier, et là vous voyez le lien avec le troisième pilier qui est l'évitement des conflits d'intérêts, de faire que ces méthodes vont pouvoir mettre en place des clignotants qui font qu'on acceptera ou on n'acceptera pas un autre client parce que nous avons déjà un client dans ce cabinet et qu'il peut y avoir le conflit d'intérêts. Sans s'en expliquer, secret professionnel, nous serons donc dans l'obligation de décliner, de pouvoir assurer la défense des intérêts d'une personne en raison d'un conflit d'intérêts sans avoir à nous en justifier parce que nous avons une autre personne qui est déjà client du cabinet. De manière plus légère, mais tout aussi sérieuse, le secret professionnel nous guide dans tous les actes de notre vie et même dans notre vie privée. Sachez que ce secret professionnel, nous ne le violons pas lorsque nous sommes véritablement dans l'exercice de notre profession, dans le cœur de ce réacteur qui est celui de notre cabinet. Mais il peut nous arriver, parce que nous sommes des êtres vivants, qui avons des amis, qui avons de la famille, et que lorsqu'on est avocat, on risque d'être sollicité, surtout à la fin du repas, pour raconter des anecdotes, et que nous aimons bien. Tellement nous sommes passionnés par le métier que nous exerçons, à raconter des événements, des morceaux de tranches de vie humaine. Il peut nous arriver de donner à cette occasion de ce récit que nous offrons de manière ludique des indications bien malgré nous, et qui vont pouvoir être retenues et entendues par des personnes qui sont autour de cette table et qui vont leur permettre d'identifier les personnes en réalité dont nous n'avons pas cité les noms, mais qui étaient là. Autre aspect également, nous sortons. Nous allons au restaurant, pas quand on est confiné, nous allons prendre un verre avec des amis, nous faisons du sport, nous sommes dans le vestiaire, on peut d'ailleurs être avec un confrère avec lequel on fait du tennis, du badminton, peu importe, et nous pouvons à cette occasion évoquer des dossiers. Faites très attention à la manière dont vous vous exprimez. Autour de vous, il peut y avoir des personnes qui peuvent entendre votre conversation, capter cette conversation et révéler à autrui les informations que vous aurez données bien malgré vous. Peut-être aspect aussi très technique, mais qui a son importance et qui est peut-être structurel. Vous avez observé que lorsque vous rencontrez votre banquier ne vous reçoit plus dans une pièce où seraient entassés les dossiers des autres clients de la banque. Il faut être très précis sur cet aspect-là également. Lorsque nous recevons dans notre cabinet, il faut vraiment mettre en œuvre les moyens qui vont permettre que les dossiers des autres clients ne soient pas sur le bureau avec leur nom qui apparaît sur la tranche, et faites attention également à l'orientation de l'ordinateur qui peut avoir été resté allumé et sur lequel peut figurer le traitement que vous avez en cours d'un dossier. Vous voyez, ce sont des choses qui se rattachent à ce qu'on appelle le secret professionnel et qui sont des choses extrêmement pratiques. Vous aborderez avec les autres professeurs de déontologie les autres incidents qu'elles peuvent avoir, le lien entre le secret professionnel et par exemple la nécessité pour un avocat de respecter le secret de l'instruction. Ce sont deux choses différentes, mais là aussi qui sont complètement querellées. Troisième point que nous devons aborder, c'est l'évitement des conflits d'intérêts. L'évitement des conflits d'intérêts, nous l'avons déjà évoqué juste dans le propos qui précédait, c'est en particulier le fait de s'interdire d'assurer la défense des intérêts d'un client qui serait en conflit d'intérêts avec un autre qui succéderait.
Alors, cette règle, elle s'applique à tout le monde, et quelle que soit la place, la fonction que nous occupons dans le cabinet. Si vous êtes associé, eh bien, il faut mettre en place ce qu'on appelle un processus, qui va permettre de diagnostiquer le plus tôt possible le risque de conflit d'intérêts dans l'arrivée d'un client au cabinet. Bien évidemment, ce travail s'effectue en équipe, car il doit également être totalement maîtrisé. C'est pour ça que c'est un process du cabinet, de l'entreprise qui est votre cabinet, qui doit être intégré, vérifié, surveillé par l'équivalent du responsable qualité, et en tout cas également totalement maîtrisé par vos assistants, vos assistantes. Bien évidemment qu'il s'applique aux différents avocats que nous sommes. Un associé ne doit pas accepter un client ou de traiter un dossier qui pourrait être en conflit d'intérêt avec celui que gère un autre client. Dans les grandes structures, cette problématique de l'évitement du conflit d'intérêts est véritablement très structurée et tout à fait organisée. Elle l'est peut-être un peu moins lorsqu'on est dans des structures, je dirais, plus artisanales et dans lesquelles exercent dans un même lieu différents avocats qui ne sont pas liés structurellement entre eux, qui sont dans le cadre d'une association de fait, dans le cadre d'une société civile de moyens, ou également liés par un contrat de collaboration libérale. Eh bien, la règle, c'est toujours le premier. Celui qui a le premier un client gardera ce client, celle ou celui, quel que soit son statut au sein du cabinet, qu'il soit associé ou qu'il soit collaborateur, si un client arrive et que ce client est en conflit d'intérêt avec un client déjà existant au cabinet, ce client-là ne pourra pas être accepté. C'est une règle fondamentale. Elle est tellement fondamentale que c'est elle qui garantit la crédibilité de notre profession. Et toujours pareil, la confiance que nous devons à nos clients. Un client ne doit avoir aucun doute sur la confiance qu'il place dans son avocat, dans le cabinet d'avocats, qu'il appelle bien souvent mon cabinet d'avocats, mon avocat. Voilà quels étaient ces propos que je voulais vous exprimer autour de ces trois piliers qui sont évoqués de manière générale, mais qui sont véritablement les fondements, je dirais, de notre existence d'avocat. Alors, je suis à votre écoute pour recevoir toutes les interrogations qui pourraient être les vôtres, apporter les réponses et retenez également cette règle qu'il n'y a jamais de questions idiotes, sauf celles que l'on n'ose pas poser. À bientôt.